Entre 1618 et 1648, une série de conflits armés déchire l'Europe. Le traité de Westphalie vient mettre fin à ces guerres et pose les bases des territoires européens pour les siècles à venir. Le Saint-Empire romain germanique n'est plus qu'une institution sans pouvoir, morcelée en 350 États impériaux. L'aristocratie allemande va redoubler d'ambition et de créativité pour marquer son territoire. Tous ces seigneurs ont un point commun. Leur pouvoir s'exprime dans leurs domaines, leurs châteaux et leurs jardins, qui empruntent à un modèle unique, le château de Versailles, dont l'édification commence en 1623. Versailles est un complexe monumental qui réunit le gouvernement, la cour et la résidence permanente du roi. La France de Louis XIV était présentée comme l'apogée de l'évolution de la civilisation humaine. Parmi les États impériaux, la Prusse est en pleine ascension. En 1740, quand Frédéric II en prend la tête, il fait construire à Potsdam un palais d'été, le palais de Sans Souci, un des plus beaux exemples de l'influence de Versailles à travers l'Europe. Le lien entre le château et la culture française que Frédéric II aimait tant transparaît d'abord avec l'inscription « Sans souci ». Mais en même temps, Sans souci est en quelque sorte le modèle contraire de Versailles. Sans souci est conçu dès le début comme une résidence de campagne modeste du roi, qui ne contient du temps de Frédéric II qu'une douzaine de pièces, dont 5 réservées exclusivement au roi. 20 ans après le palais de Sans Souci, Frédéric II ordonne la construction d'un nouveau château à quelques pas du premier, mais au style bien différent. On voit bien que le but du nouveau palais, c'est de montrer à tout le monde, à toute l'Europe, à quel point la Prusse est puissante. Une monumentalité qui doit montrer que la Prusse fait définitivement partie des grandes puissances européennes. Frédéric II veut aussi asseoir son image de monarque éclairé. Dans la bibliothèque du nouveau palais, il conserve les écrits des grands intellectuels européens de son époque. Nous y trouvons les œuvres de Rousseau, de Milton, de Swift, de Pope, de Sallust, mais tous en version française. Frédéric II ne parle pratiquement pas le latin et le grec, et ne parle pas l'anglais non plus. Tout ce qu'il lit, il le lit en français. On y retrouve les grandes œuvres des héros des Lumières, comme Newton, Voltaire, il y a des œuvres de Lamétrie et de certains des philosophes des Lumières les plus controversés du XVIIIe siècle. À cette époque, la communication entre les cours françaises et allemandes est facilitée par la mise en place d'un réseau postal commun qui accélère les échanges d'idées, les contacts entre aristocrates, princes et aussi savants. Dès la fin du XIIIe siècle en Italie, la famille des Tours et Tassi met en place un système de messagerie à cheval. Ce succès inspire l'Allemagne, puis la France, où se développe un vaste réseau de voies postales. À Paris, au musée de la Poste, Pascal Roman conserve les premières cartes du réseau postal européen. Celle-ci, qui est une carte beaucoup plus tardive, on va simplement vérifier, voilà, 1748, donc là nous sommes vraiment à la période de Voltaire. Vous voyez qu'elle est déjà beaucoup plus élaborée. Comme c'est une carte de route de poste, ce qui est assez drôle, c'est que vous avez ici 2 courriers en train de charger des sacs postaux, qui servent de cartouche en quelque sorte à la carte elle-même. Les routes de poste françaises ne s'arrêtent pas à la frontière. Forcément, en face, il y a une route absolument identique qui avait été organisée également par les Tours et Tassi et qui prennent la suite, si vous voulez, de cette organisation. Grâce à ce réseau postal, les différentes cours d'Europe vont pouvoir correspondre et échanger. C'est aussi grâce à lui que les intellectuels du siècle des Lumières vont pouvoir diffuser leurs idées dans nos 2 pays. Une ville allemande conserve aujourd'hui dans sa bibliothèque le plus grand nombre de traces écrites de ces échanges entre princes, souverains et intellectuels. Il s'agit de Gotha, dans l'état de Thuringe.
La résidence des ducs de Saxe-Gotha devient également à partir du XVIIe siècle l'un des centres de l'édition en Allemagne. En parallèle à cette correspondance européenne, les précepteurs qui circulent de cour en cour participent de cette diffusion des idées et des savoirs. Le fait que le français soit aussi important à la cour a certainement à voir avec de fortes préférences personnelles. Il y a ce précepteur, Ulrich von Thun, qui apporte beaucoup d'idées françaises à Gotha. Il y a la duchesse Louise Dorothée qui s'intéressait beaucoup à Voltaire et qui admirait la littérature et la philosophie française. Ce sont les lettres que Voltaire a écrites. Ici, il y a cette belle tournure. Il est important pour toutes les nations de l'Europe de s'instruire des révolutions de l'Empire. Il fait toujours le lien entre l'Empire allemand et l'histoire universelle. Nous avons ouvert l'agenda à l'année 1753, par exemple. Voltaire a séjourné pendant 1 mois au château. Il arrivait de Potsdam, où il avait été mis dehors par Frédéric II. Il a d'abord fait un arrêt ici à la cour, auprès de son amie Louise Dorothée. Il est resté un long moment, et on voit ici Monsieur de Voltaire, souligné en gras. C'est très pratique d'avoir ces livres d'hôtes comme référence. On sait toujours, pour ainsi dire, ce qu'il se passait à la cour.